Je vais gérer cette question. Il y a à la télédétection, il y aura 4 présentations. S'il vous plaît. Donc, la première présentation est donnée par Gilles Mabon, qui va parler de processus ponctuels, réseau neurones convolutifs, pour la détection d'objets dans les images de télédétection. Et donc ce travail a été, j'imagine, supervisé par la classe. Et Josiane à Nice. C'est ça. Donc voilà, comme dit, je suis Jules Mabon. Je suis en train de terminer la première année de doctorat à l'INRIA. Et donc, mon travail a été supervisé par Josiane Zerubia, qui est du coup mon directeur de thèse à l'INRIA, et Mathias Sortner, qui lui travaille chez Airbus Defence and Space à Toulouse. Donc, je vais vous parler de processus ponctuels et réseaux de neurones convolutifs pour la détection de véhicules et les images de télédétection. Je vais commencer par vous présenter un peu les spécificités des données sur lesquelles on travaille et nos objectifs. Je vais vous parler un peu de ce que c'est que les processus ponctuels, pour ensuite vous expliquer comment on a combiné les processus ponctuels avec des CNN, et après je vous montrer un peu des résultats qu'on a eus sur des images. Est-ce que tout le monde arrive à m'entendre au fond? Nickel. Alors, notre objectif, c'est de détecter des véhicules dans des images satellites, et plus que simplement obtenir juste un masque binaire avec les masques des véhicules, on veut connaître leur position et si possible aussi des orientations, des tailles, des données un peu plus complexes. L'étude de la détection d'objets d'intérêt dans des images naturelles est assez étudiée. Il y a beaucoup de modèles disponibles, mais les données auxquelles on s'intéresse, les données satellites, ont des spécificités, certaines spécificités qui font que ces algorithmes ont un peu plus de mal à détecter les objets. Donc, ces spécificités, déjà, la première, c'est que les objets sont de très petite taille. Là, vous avez une image d'exemple. La résolution est de 50 cm par pixel. Donc, vous imaginez qu'une voiture ne fait que quelques 3-4 pixels de large. Ce n'est pas beaucoup d'espace pour encoder un aspect visuel complexe. Ensuite, les environnements dans lesquels évoluent nos objets d'intérêt peuvent être très variés. Ici, vous avez des routes, mais déjà, vous voyez que le niveau d'éclairage peut changer drastiquement, et même le type de support sur lequel évoluent nos objets peut changer aussi drastiquement. Ce qui change aussi beaucoup, c'est la densité d'objets. Donc imaginez un tracteur au milieu d'un champ, ce n'est pas la même chose qu'essayer de détecter des véhicules dans un parking juste avant Noël, à côté d'un centre commercial. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est que ces objets, dans l'image, ils ne sont pas disposés aléatoirement, il y a une certaine cohérence. Par exemple, déjà, ils ne se superposent pas, mais les voitures ont tendance, par exemple, à s'aligner entre elles, à former des lignes sur la route, et on va essayer d'exploiter au maximum ces a priori sur disposition spatiale pour améliorer la détection. C'est pour ça qu'on s'intéresse au processus ponctuel, et je vais vous expliquer ce que c'est que le processus ponctuel. L'idée de base, c'est de modéliser une configuration de points dans l'espace par une variable aléatoire, donc qui va dans l'espace oméga, l'espace de toutes les configurations possibles, sachant que c'est des configurations avec un nombre quelconque de points. On peut dire que c'est l'union infinie sur toutes les configurations à n points. Et ces configurations, ça va être un ensemble de points. Ces points, ils sont dans un sous-ensemble de R2, donc typiquement, ça va être l'espace de votre image. Mais on peut aussi attacher à ces points-là des données supplémentaires, par exemple un rayon d'un cercle, une taille, une couleur, même une catégorie, par exemple si c'est un camion ou une voiture. On va parler dans ce cas-là de processus ponctuels marqués. Et donc par opposition, quand il n'y a pas de marque, on sous-entend un processus ponctuel non marqué. Je vous ai mis à droite ici un petit exemple d'une configuration, donc une réalisation d'un processus ponctuel où là il y a 3 points. Donc ici c'est un processus ponctuel marqué puisque vous avez la position x, y plus un rayon attaché. C'est un petit exemple. Alors comment on fait de la détection classiquement avec des processus ponctuels? L'idée c'est de maximiser une probabilité a posteriori qu'on va exprimer comme une énergie via une densité de Gibbs. Donc ça va être exponentiellement une énergie. Cette énergie on va la découper en 2 parties. Une partie attache aux données et une partie a priori. La partie attache aux données, elle va dépendre de x, la configuration, et de y, une image. Et typiquement, ce qu'on utilise dans les approches classiques, c'est des mesures de contraste. Donc ici, on va mesurer le contraste entre l'ellipse orange et l'ellipse bleue. Et si le contraste est grand, alors l'énergie sera faible et on dira qu'il y a une forte probabilité de détection. Et plus l'ellipse est décalée par rapport à l'image, plus cette énergie va être élevée, donc la probabilité de détection va être faible. Pour l'a priori, lui, ne dépend uniquement que de la configuration. L'idée, c'est d'encoder la cohérence interne de la configuration sans prendre en compte l'image. Ça va dépendre essentiellement des spécificités physiques de ce qu'on essaie de détecter. Par exemple, si on parle d'objets physiques, ils ont tendance à ne pas se superposer, donc on pourra contraindre la superposition et interdire des configurations où il y a superposition. Mais aussi, on peut favoriser des configurations si on sait que les objets ont certaines propriétés. Par exemple, ici, c'est des bateaux
dans un port, on voit qu'ils sont tous alignés entre eux et qu'ils gardent la même orientation entre eux. Donc on va pouvoir favoriser ces configurations-là en ayant un a priori positif sur ce type de configuration. On pourra imaginer autant de configurations qu'il y a de types d'objets détectés. Pour optimiser, pour trouver la configuration optimale, on va utiliser des méthodes de Monte Carlo, chaîne de Markov Monte Carlo assaut réversible. L'idée, c'est de construire une chaîne de Markov de configuration dont la probabilité stationnaire est la loi a posteriori que j'avais définie tout à l'heure. Pour ça, on va faire des perturbations sur cette loi, sur cette configuration. On va ajouter des points, les enlever. Et pour assurer la convergence, on utilise un ratio de Green, pour s'assurer qu'on converge bien vers la loi voulue. Et pour passer de cette distribution de configuration, puisque finalement X va suivre la distribution de notre posteriori, on va utiliser du recuit simulé pour obtenir une seule configuration. Donc pour résumer ce que nous permettent de faire les processus ponctuels, tout d'abord ça nous permet de modéliser des objets comme un ensemble de points paramétrisés, un nombre quelconque de points. On a formulé le problème de détection comme une minimisation d'une énergie avec d'une part une attache aux données et d'une part un a priori. Et je vous ai montré que ce qu'on utilisait classiquement, les mesures de contraste, s'adapte plutôt bien à des contextes simples, mais dès qu'on va faire varier un peu les objets qu'on détecte, ça devient plus compliqué. Et les méthodes d'optimisation de Monte Carlo, ça nous permet d'un côté d'avoir des garanties de convergence, mais le problème c'est que la convergence peut être assez lente si l'espace exploré est grand. Par exemple, si l'image est grande ou si on explore l'espace de manière complètement aléatoire. Et pour ça, on va utiliser certaines astuces. Par exemple, on va proposer des points en se basant sur les énergies de détection, pour proposer des points là où il y a plus probablement des véhicules qu'au milieu de la forêt, par exemple. Ça, c'est des approches qui ont déjà été utilisées dans divers contextes. Par exemple, pour détecter des traces au sol de bâtiments, des réseaux routiers aussi, toujours dans les images satellites, ou même faire du suivi de cibles dans des vidéos. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on a combiné ces approches-là avec des CNN, et plus particulièrement pour la partie attache aux données. Donc comme je disais tout à l'heure, le contraste il peut changer beaucoup, l'illumination aussi. Donc pour ne pas avoir à concevoir un grand nombre de mesures de contraste, on va utiliser un UNet pour estimer cette énergie de détection. Pourquoi un UNet? Parce que déjà, l'aspect pleinement convolutionnel nous permet d'avoir un réseau qui est assez léger, d'inférer sur de très grandes images assez rapidement, et surtout, les skip connections au milieu nous permettent de garder une bonne résolution spatiale, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les réseaux. Donc l'idée pour la tâche aux données, c'est de dire que notre tâche aux données, ça va être une somme d'une énergie pour chaque point. Et l'énergie pour chaque point sera récupérée depuis une carte d'énergie. Donc on va récupérer la valeur de l'énergie à chaque position de chaque point. Donc, par exemple, ici à gauche, vous avez l'image d'entrée. On veut obtenir une carte d'énergie telle que celle de droite. On aura des bases d'énergie, donc haute probabilité, au centre des véhicules, et des basses probabilités, là où il n'y a rien d'intéressant. Sachant que nos cibles sont ponctuelles, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas spécifié, mais pour ce proof of concept, on va utiliser des processus ponctuels non marqués, donc on va juste s'intéresser au centre des véhicules. Et comme c'est des cibles ponctuelles, et qu'un réseau de neurones est très mauvais à estimer juste un seul pixel au milieu d'une image, on va, au lieu d'estimer simplement le centre des objets, on va estimer une carte de distance. Finalement, c'est assez proche d'une carte de watershed, si vous êtes familier avec ça. Donc on va former des puits dont le point le plus profond sera le centre de l'objet. Donc là, c'est le schéma d'inférence qu'on va utiliser. Je vous passe certains détails techniques, puisque ça ne rentrerait pas dans les 15 minutes, mais l'idée, c'est de prendre l'image d'entrée pour obtenir cette carte de distance, que l'on transforme en carte d'énergie, et ensuite on l'utilise dans la simulation du processus ponctuel avec un a priori sur la non-superposition, mais aussi un a priori sur l'alignement. Donc on suppose que les véhicules ont tendance à se garer côte à côte, à former des lignes. Donc là, je vais vous montrer quelques résultats. Donc là, à gauche, vous avez la vérité terrain, avec en jaune les véhicules que nous avons réussi à détecter, et en orange, ceux qui sont labellisés dans le jeu de données, mais que nous avons loupés. Au milieu, c'est la carte d'énergie qu'on a inférée à partir de l'image d'entrée. Et à droite, vous avez les résultats obtenus, avec en vert, du coup, les vrais positifs, et en rouge, ceux qu'on a loupés. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a des éléments non labellisés, parce que tout jeu de données a des erreurs, qui sont détectés avec succès. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Mais on a aussi beaucoup de vrais faux positifs, dans un sens, puisque, par exemple, les fenêtres mansardées sont souvent récupérées comme des
comme des véhicules. Ça, c'est un problème assez typique quand on est à cette résolution de 50 cm par pixel, puisque l'aspect visuel d'une voiture et par exemple, d'une unité d'aération, c'est assez compliqué de différencier entre les deux. Ce qu'on peut constater, c'est que notre méthode fonctionne très bien sur un très grand nombre d'objets. Ici, vous avez une casse automobile, donc c'est largement plus dense que ce qu'on pourrait avoir dans un parking. Et on arrive quand même à récupérer une grande partie des véhicules. Et à contrario, quand on est au milieu de nulle part et que la densité est très très faible, on arrive quand même à ne pas surdétecter. Et on a bien le bon nombre de véhicules. Donc là, c'est la métrique qu'on a calculée sur l'ensemble de nos images du jeu de données. Le jeu de données, c'est COWC, donc Card Overhead with Context. Ce sont des images qui sont initialement à 15 cm par pixel, mais pour se rapprocher du cas d'utilisation finale, on les a sous-échantillonnés pour arriver à la résolution de 50 cm par pixel. Ce qu'on peut voir, c'est que les résultats ne sont pas parfaits non plus, mais on arrive quand même à avoir quelque chose de faisable avec notre approche avec les processus ponctuels. Donc, on arrive après à la fin de la présentation. Pour résumer, on utilise des processus ponctuels pour détecter nos véhicules. Ça nous a permis de détecter des densités très élevées, voire très faibles d'objets, de vectoriser les positions assez rapidement et d'utiliser des a priori sur les configurations. Ce qu'on a apporté aussi, c'est qu'on a remplacé les mesures de contraste classiques qui étaient sur le terme d'avantage de données par un UNet. Ça nous permet d'abord une rapidité d'inférence, mais aussi une adaptabilité à des contextes variés. Ce qui reste comme problème, je vous l'ai montré tout à l'heure, il reste quand même un certain nombre de faux positifs. Surtout ce qu'on a constaté expérimentalement, c'est que notre résultat dépend pour l'instant principalement du terme de détection et un peu moins du terme d'a priori. Ça vient du fait que notre modèle n'exploite pas encore les marques et les a priori sont les plus forts justement sur les marques, par exemple, que les véhicules s'alignent entre eux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui fera l'objet de nos futures publications. Voici quelques références aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Merci pour ta présentation. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé, mais je n'ai pas compris pourquoi il y avait. Quand tu utilises plusieurs lunettes, du coup, Oui, c'est quelque chose que j'ai ellipsé parce que ça sera peut-être plus de temps. L'idée, en fait, c'est comme on a une densité d'objets assez faible. Voilà, je retrouve ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner un premier unit pour nous donner une surdétection. Et le second est entraîné pour récupérer les positifs et les faux positifs du premier et donner des meilleures détections dans ce cas-là, en fait. C'est-à-dire qu'on va le spécifier dans une tâche où le premier va un peu élaguer les données et essayer de retirer, par exemple, des champs complètement vides, là où il n'y a pas de texture, pour qu'on évite pour avoir une tâche plus précise pour le second unit. C'est pour ça qu'on fait un produit, justement, parce que le premier nous indique en fait là où il n'y a pas d'objet d'intérêt. Et donc le second va nous indiquer. Et du coup, vous avez fait des tests aussi avec juste un seul unit? Oui. Et enfin, justement, le problème, c'est qu'on avait beaucoup trop de faux positifs et c'était. Et juste, est-ce que les poids, du coup, ils sont totalement réappris? Enfin, il n'y a pas du tout de similarité entre Non. Finalement, c'est un peu une sorte d'approche, enfin, c'est un mécanisme d'attention un peu brut, on va dire. C'est-à-dire qu'on va juste spécifier des zones qui sont plus d'intérêt. Donc c'est vraiment, enfin, c'est assez primaire comme approche, on va dire. Je sais pas, c'est peut-être une question. Il y a juste une partie. C'est du coup, dans ta chaîne de Markov, ouais. Tu vas avoir une estimation du likelihood avec le unit, c'est ça? Ouais. Et une estimation du prior avec les formules d'a priori que tu définis. Enfin, en fait, il optimise pour l'énergie totale, donc la somme des deux. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Du coup, en fait, tu vas générer une série d'images pour lesquelles tu vas faire une estimation du. Je génère une série de configurations. C'est ça, ok. Pas d'image. C'est-à-dire que en fait, l'image est fixée initialement, donc le y est fixe dans cette équation. Ce qu'on va générer, c'est une série de configurations qu'on va essayer de conformer à l'image. Ok, du coup, tu n'as pas besoin de réévaluer. Voilà, donc en fait, mon unit, il est évalué une seule fois. Voilà, donc ça nous permet aussi, en fait, une fois qu'on a calculé cette carte d'énergie, dans ce processus d'échantillonnage, de proposer des points qui ne sont pas des points complètement uniformes dans l'espace.
On va regarder sur la carte d'énergie où est-ce qu'il y a les énergies les plus élevées, où il n'y a pas encore un point. L'initialisation au maximum de la Clio. Voilà. et après, tu- C'est ça. Ok, super. Ouais, c'est ça, sûr. C'est pour savoir, quand on choisit l'architecture à Lunet, le truc c'est que c'est quand même quelque chose d'assez profond qui va prendre un gros champ à sa chiffre à chaque fois. Ouais. Or, les objets que tu cherches à segmenter, il me semble, sont extrêmement petits. Oui. Pourquoi du coup passer par un truc qui devient qui va prendre un très gros contexte, Ouais. etc., pour après pouvoir le reconstruire et pas prendre une architecture peut-être moins profonde, juste basée sur des convolutions dilatées ou un truc dans ce style-là, et que ça va montrer très efficace par segmentation des petits objets, y compris ces Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait explorer. L'idée, c'est qu'il y a aussi, il y a quand même intérêt de prendre en compte le contexte. Puisque comme les objets en eux-mêmes ont un aspect visuel qui peut être assez similaire avec des faux positifs, comme je disais tout à l'heure qu'on avait les fenêtres qui se confondaient avec les véhicules, ça peut aussi être intéressant de prendre en compte ce qu'il y a autour de l'objet, en plus de l'objet lui-même, pour réussir à extraire une information intéressante. Parce que typiquement, on a des positifs qui peuvent apparaître sur un toit d'un immeuble, et c'est en essayant de comprendre un peu le contexte qu'un humain arrive à décider que c'est un négatif. Mais clairement, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on explore. Et est-ce que du coup, dans ce cas-là, le Lunet, il n'y a pas un certain frayeur qui a pris intérieurement s'il ne prédit pas les voitures sur le Oui. Oui, parce que moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il me semble que dans les approches classiques de Mathias, par exemple, on apprenait aussi, on pouvait apprendre aussi une probabilité de tirage d'un objet qui n'était pas la même au point de l'image. Alors, dans le mécanisme d'échantillonnage de la chaîne de Markov, il faut faire attention à assurer ce qu'on appelle l'équilibre, le fait qu'on va revenir avec la même proba. Donc si on biaise le mécanisme de naissance dans une direction, en utilisant par exemple une carte de naissance, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il va falloir tuer plus souvent des objets qui sont à cet endroit-là. Ça, c'est fait de différentes façons, ou bien en jouant sur l'intensité sous-jacente de la loi de Poisson fondamentale sous le processus ponctuel. On peut aussi jouer sur des transformations en faisant naître des objets à proximité d'autres objets, par exemple. Et là encore, il faut s'assurer de la decay balance. Donc, en fait, normalement, ces termes-là ne vont pas changer la loi de productivisme. Ils vont changer la façon d'explorer et donc la qualité de mélange de la chaîne de Markov. Donc, plutôt que d'avoir sans arrêt les mêmes configurations et de faire plein de propositions qui vont être refusées les unes après les autres, ça permet d'avoir un meilleur mélange. Normalement, il faut distinguer les deux. C'est-à-dire que le mécanisme d'échantillonnage se distingue de la loi qu'on optimise. Donc là, l'idée d'utiliser la carte de naissance pour échantillonner la chaîne de Markov, normalement, ne doit jouer que sur la propriété de qualité de mélange et donc la vitesse de convergence pour atteindre la mixité. Ça reste des mécanismes qui nous permettent finalement d'utiliser une décroissance dans le repli simulé qui n'est plus logarithmique comme il faudrait, mais un peu plus rapide. Donc en fait, c'est là où il y a le câble dans les détails en réalité. Et après, juste, je peux préciser peut-être des tâches des units. Je crois qu'on était. Enfin, j'avais gardé l'architecture standard, donc c'est de. Je sais. Enfin, il faut retrouver le. J'ai implémenté l'architecture par défaut pour pas. Parce que nous, effectivement, on descend à niveau 3. Enfin, en tout cas, nous, dans mon entité professionnelle, on descend en image satellitaire au maximum à 3 ou 4 de profondeur. Ce qui veut dire qu'en termes de prise de contexte, on n'est pas sur des ResNet 50 qui vont effectivement avoir des champs de vue très très larges. On est vraiment sur du très local. Et finalement, on excite les réseaux de neurones avec des dimensions 64, quoi. Enfin, des dimensions de taille 64, finalement assez faibles par rapport à ce que fait la littérature retenue. On remercie encore.